Alors parlons un petit peu de toi maintenant. Un jour, tu m'avais dit que tu te sentais noir jusqu'au bout des ongles. Je veux dire, c'est toujours quelque chose qui m'a un peu surpris. Parce que moi, je t'ai jamais vu comme tel, d'abord. Je t'ai dit ça? On a Non, une je me sens conversation noir, je privée. suis noir. Je suis noir, mais je suis... Tu es Je suis métis, hein. ouais, je suis noir. Voilà, je suis vu comme noir, parce que noir, objectivement, par mes traits et ma couleur de peau, ici, je suis beaucoup plus clair là-bas en Afrique, donc je suis vu comme blanc. Donc c'est vrai que c'est une... Alors, Mais justement, ici, je me question, sens noir. la Oui, question. Donc, en fait, moi, je t'ai toujours vu, j'ai toujours vu avec un côté Astérix. Souvent, je pensais à la BD de Goscinny, avec Astérix qui met des pains dans la poire des Romains en disant ils sont fous ces Romains. Moi, je te voyais mettant des pains dans la poire des sionistes en disant ils sont fous ces sionistes. Et d'ailleurs, je te surnommais Diodonix. Comment est-ce que tu vois ça? Est-ce que tu te sens à la fois Astérix aussi, noir et Astérix, les deux, pas comment est-ce que non, tu non, te bien définis? entre les deux, mais moi je pense que ces frontières-là, ethniques, religieuses, bon, elles ont vécu. Je sais que toi, tu crois vraiment aux frontières géographiques, bon, qui évoluent, mais c'est vrai que la mondialisation aujourd'hui, elle est orchestrée par des imposteurs, par des escrocs, ça j'en suis aussi convaincu. Euh, où se retrouver, je sais pas. En tout cas, moi je me sens, c'est clair, citoyen. Je me sens plus proche, j'ai une communauté de pensée plus évidente avec, par exemple, des gens qui sont au Hamas, des gens qui sont au Hezbollah, ou d'autres au Venezuela, en Afrique noire, dans les pays du Maghreb. Je discute avec des gens, je me sens très très proche. Et je me sens beaucoup plus proche qu'avec mon voisin, en fait, en réalité. Donc je ne sais pas où situer, en fait, la frontière du groupe de pensée qui me représente. Bon, j'ai l'impression que de toute façon, à terme, tout cela, on arrive tous à la même conclusion. C'est une sorte de justice internationale qui devrait être respectée par tous. Mais voilà, il faut la construire, il faut la fabriquer. Et avec des escrocs, des imposteurs, des gens aussi hargneux que l'axe américano-sioniste, je ne vois pas comment on peut le réaliser aujourd'hui. Ils se sont accaparés les Nations Unies, tous les tribunaux, ils essayent, les gens se battent, il y a plein de la magistrature est composée de gens qui ont une idée de la justice et de la loi, et dans les cours pénales internationales, c'est vrai, mais quand on voit qu'on juge aujourd'hui des Serbes, alors qu'on a Bush qui est en liberté, ça n'a pas de sens. Sur mon communautarisme, bon, on a tous des élans communautaires. Je dirais que le communautarisme, c'est vraiment une peau dont il faut se défaire, mais qui est là, et c'est très difficile. Donc c'est comme le racisme. Je pense que il faut arrêter de stigmatiser le raciste. C'est ridicule. D'ailleurs, les plus racistes sont des gens qui prônent l'antiracisme en réalité. Parce que chacun vit, s'il n'y avait pas de racisme, c'est pour ça que je pense que les associations antiracistes n'ont fait qu'alimenter le racisme en réalité. Et aujourd'hui d'ailleurs, on voit que ils n'existent quasiment plus parce que le racisme est devenu la politique officielle de l'État israélien et que voilà, étant donné que nous sommes lancés dans cette grande aventure de l'État d'Israël, eh bien ça devient normal. Ici, dans les médias, tout est... Tu as vu qu'Israël avait intégré l'OCDE? Oui, mais c'est de toute façon, tôt ou tard, le système est en train d'imploser de l'intérieur. On le voit avec les grandes banques new-yorkaises qui aujourd'hui, bon voilà, l'imposture, on a vu, ils sont localisés, les escrocs de la planète, capables de faire tomber un pays comme la Grèce. La banque Goldman Sachs, là, elle est quand même dans les projecteurs. Donc, qui est derrière Goldman Sachs? Quel est le lien entre Goldman Sachs et Israël? La guerre que mène Israël au monde, c'est avant tout une guerre des banques, une guerre financière. Donc j'espère que... Ils vont la perdre. Tu vas la perdre. Alors sinon, sur ta situation, deux situations. D'abord, ta situation en France. Tu as été poursuivi tous azimuts, je crois que tu as eu 25 ou 26 procès, je sais plus, tu en as gagné 22 ou 30, je sais plus. Et là, on a un peu le sentiment que la justice a tendance à moins te poursuivre. On t'a revu un petit peu à la télé.
Alors, c'est un petit mieux, ça, c'est une hirondelle qui annonce le printemps. Comment tu vois Oui, ça? oui, Comment oui. tu De toute l'expliques? façon, je pense réellement que le courant que je représente, de liberté d'expression, mais aussi de lutte de résistance contre l'axe américano-sioniste, Hollywood jusqu'à la Maison Blanche et passant par l'Élysée, cet axe qui, moi c'est culturel pour moi, puisque mon combat il est avant tout culturel. Je pense que cet axe ira de victoire en victoire maintenant. Il s'effondre. L'Empire n'a jamais été aussi beau, aussi flamboyant qu'à la veille de son chaos. Ils sont arrivés à l'apogée, ils ne peuvent que descendre. Et tu penses que l'accalmie est peut-être liée au fait que certains commencent à se rendre compte que la roue tourne? Ben oui, je pense que on ne peut pas crier au génie de Polanski à libérer Polanski parce qu'il a violé une petite fille de 13 ans et enfermer Dieudonné parce qu'il a fait un sketch qui n'a pas plu au CRIF. Ça paraît un peu énorme. Et puis je pense que je suis quand même plus drôle que M. Polanski et que j'ai le droit, dans le champ humoristique, à quelques égards. Je crois représenter quand même aujourd'hui, ce sont les jeunes humoristes qui viennent me le dire, mais un repère, une référence dans le domaine de l'humour. D'autres, en d'autres temps, ont occupé cette fonction et je pense que l'humoriste a un rôle à jouer. Alors évidemment, il n'est pas toujours du côté du manche, parce qu'on ne peut pas faire rire quand on est du côté du manche. Donc je suis de l'autre côté, du côté de ceux qui s'en prennent plein la gueule. Donc évidemment, voilà, on me voit persécuté. Je n'ai pas cherché la persécution, je ne suis pas maso. Mais bon, et je commente ce que je vois avec humour, évidemment, mais quand on est face à ce genre d'injustice, absolument, et puis on n'a pas parlé de l'exécution de Bobigny. Pour ceux qui ne savent pas, c'est ce vigile maghrébin qui a été assassiné par 3 jeunes juifs, je crois. Ouais, Saïd Bourarache. Il a été assassiné par 6, ils étaient 6 personnes, dont certains des détenteurs de passeports israéliens, et ils étaient tous juifs. On a eu d'ailleurs une déclaration de M. Bernheim, le grand rabbin de France, au lendemain de cette exécution sommaire raciste, qui, dans une dépêche AFP, nous disait qu'on ne répond pas à une insulte antisémite par un assassinat. Et je trouve ça vraiment très très grave d'accuser une personne qui ne peut pas se défendre, un mort, d'avoir tenu des propos au moment où l'enquête est en cours. Ça vous prouve bien à quel point, effectivement, il y a cette volonté de venir au secours d'assassins, de meurtriers racistes, de la part de l'appareil communautaire juif de France, qui soutient des meurtriers aujourd'hui. J'espère aussi que M. Bernheim, grand rabbin de France, sera poursuivi, parce que c'est la justice. Il faut que nous soyons tous traités de la même façon. Il y a comme, on a le sentiment qu'il y a quand même de plus en plus de violences, de gens qui se font assassiner pour un oui ou pour un non en France, pour une cigarette, pour un regard de travers, des bandes qui s'entretuent, etc. Comment tu vois ça? Qu'est-ce que ça t'inspire comme réflexion? C'est pour ça que moi j'ai pris le parti de faire rire ces gens, c'est-à-dire avec des sujets un peu difficiles, mais pour faire un peu comme la pression dans une cocotte minute, il faut qu'elle s'en aille et il faut bien qu'il y ait un endroit à un moment donné où la pression peut sortir, quoi. Et donc l'humour, le rire, en tout cas, je crois qu'on est là pour ça. Je pense être un des seuls à travailler sur ce champ-là, qui est un champ indispensable. C'est notre fonction d'humoriste, c'est notre responsabilité de faire baisser les tensions. Mais malheureusement sur des sujets sensibles, où la tension est omniprésente. Et pour moi, la montée de la violence est inévitable, étant donné les injustices. Et donc, qu'on nous laisse au moins faire notre travail. C'est évidemment, on est des révélateurs, hein, on n'est pas là pour apporter des solutions, mais on est là pour tenter, au moins à un moment donné, de calmer les choses. Plus on aura de bons humoristes, et plus la tension baissera. Mais j'ai l'impression que malheureusement, il n'y a plus d'humoristes en France. Il y a quelques serviteurs de la cour, quelques serviteurs au palais, qui viennent péter comme ça, ou glisser sur une peau de banane, ou jouer avec un kawaii, ou je ne sais quel portable, mais c'est pas suffisant. Il faut des Coluche, il faut des gens qui vont chercher le rire là où ça fait mal, là où ça dérange. Est-ce que tu penses qu'il existe aussi un racisme anti-blanc?
Le racisme est partout. Il existe un racisme anti-blanc. Oui. Il existe un racisme anti-noir. Oui. Pour avoir voyagé des deux côtés, être à la fois blanc et à la fois noir, je dois dire que quand je suis en Afrique, je ressens moins le racisme anti-blanc que je ressens le racisme anti-noir ici. Mais il existe.